Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Merci de nous faire confiance, mesdames et messieurs. Bienvenue dans la grande tribune de ce jeudi 7 septembre 2023. Aujourd'hui, deux sujets feront l'objet de cette émission. Premièrement, nous parlerons de ce massacre que d'aucuns appellent la carnage. On va analyser la position prise par le gouvernement par rapport à ce massacre. Deuxièmement, on parlera de ce sondage. Sondage Le Point qui place le président Tshisekedi en tête des intentions de vote, plus de 62%, sur un échantillon réparti sur les 26 provinces. Voilà, mesdames et messieurs, les deux sujets qui feront l'objet de cette émission. Trois invités, analystes, on va dire indépendants, avec qui nous allons analyser ces deux sujets d'actualité. Je commence par le coach qui est très bien habillé aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour, coach Eugène Kandolo. Merci beaucoup de prendre part à ce débat. Ça fait un moment qu'on ne nous a pas reçu quand même ici. Oui, mais parce que j'étais en tournée. Je viens de rentrer il y a tournée de la refondation de l'État comme Denis Sanga ou comment? Ah non, moi c'est voilà, dans une manche de ce que je fais, valeur ajoutée qui est un concept... je veux dire une institution conférencière nationale à vocation internationale. Donc après l'acte 3 que nous avions fait le 20 mai à Chaubeuse, il y avait une demande, notamment en province, mais aussi au niveau de la diaspora. Donc c'est comme ça que nous avions commencé une tournée qu'on appelait Valeur ajoutée RDC Tour. Donc ça nous a ramené à Mbujimaï, à Lubumbashi, à Kolwezi, où nous avons fait 3 conférences sur le développement personnel et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, mais aussi des réseautages. Le réseautage, le marketing relationnel, c'est ça? Non, pas vraiment ça. C'est pas vraiment ça. Pas vraiment ça. Ok. Merci beaucoup, coach. Alors, Monsieur Mike Kradidian, merci beaucoup de prendre part également à ce débat. Indépendant aussi. Indépendant, oui. Merci, Dan, pour l'invitation. Ça fait énormément plaisir de retrouver les personnes en face de moi, de gens que je connais très bien. Et particulièrement. Je crois que c'est tout le bonheur que j'ai de pouvoir retrouver ces gens-là dans ces débats. Ça me garantit un débat d'un bon niveau. Parce que, comme j'ai l'habitude de vous le dire, moi, mon plus grand souci, mon plus grand besoin, c'est améliorer la qualité du débat public. Et l'amélioration de la qualité du débat public passe également par l'analyse. Je peux être un peu plus dur, mais j'ai l'habitude de le dire. On est dans un monde où les gens commencent à croire que les avis se valent. Non, ce n'est pas le cas. La notion de la spécificité, la spécialité doit intégrer la vie des Congolais, ce qui fait qu'on a formé des nuancologues aujourd'hui qui pensent que les choses de l'État ou encore les choses sérieuses se discutent avec beaucoup de légèreté. J'ai toujours été contre cette approche-là et je crois que chacun doit rester sur sa bande et faire ce qu'il sait faire ou, à la limite, dire ce qu'il est en mesure de pouvoir dire. Faire ce qu'il sait faire, dire dans la mesure du possible ce qu'il peut dire, c'est très bien. Alors, pour une première, je reçois également Maître Socrate. Je pense que ce n'est pas le Socrate de l'Antiquité. Mais il y a des similitudes. C'est le nouveau, le contemporain. Ah d'accord. Version soft. Version soft, oui. Je vais très très bien. C'est la première fois de participer à cette émission. De reçu par Boudan.
Grande est ma joie d'être reçu et je crois qu'au fil de l'émission, on aura le soin de discuter, d'échanger pour le bonheur de ceux qui nous suivent. Exactement. Voilà, mesdames et messieurs, on l'a dit en début d'émission, le gouvernement a pris quelques mesures liées à cet incident malheureux qui endeuille le pays tout entier. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a pris quelques mesures importantes justement pour répondre à cette situation. Eh bien, on va donc analyser ces mesures du gouvernement et on va essayer de comprendre est-ce que ces mesures prises par le gouvernement sont-elles à la hauteur du massacre commis et des pertes en vies humaines? Alors, je commence avec vous, coach. Vous avez suivi certaines mesures prises par le gouvernement, notamment le rappel à Kinshasa de gouvernement militaire. Pour consultation, il y a un autre général qui a pris l'intérim, tout à fait. Ouais. Et quelques policiers militaires qui sont aujourd'hui devant la haute cour militaire. Voilà. Est-ce que c'est à la hauteur de ces massacres qu'on a connus? Bon, il n'y aura jamais en fait une mesure qu'on pourrait prendre qui peut ramener à la vie des gens que nous déplorons. Ça, c'est d'abord ce qu'il faut savoir. Donc, et du coup, la démarche ne serait pas en fait de savoir quelle est la proportionnalité par rapport en fait à ces vies que nous sommes en train de déplorer maintenant. Ici, c'est de se dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est vrai que le gouvernement est en face d'une situation où il fait tout pour qu'on ne puisse pas l'accuser de ce qu'on accusait le régime passé. Et par conséquent, en fait, il ne sait pas très bien où mettre le pied. Il le veut absolument. Et c'est des bonnes guerres parce qu'en face, il y a, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, il y a un rassemblement au niveau de la place des évolués. Parce qu'en fait, il y a toutes sortes de récupérations par rapport à ça. Mais c'est gênant parce qu'il s'agit de morts. Et quand il s'agit des morts, même si c'est un seul Congolais, nous devons prendre les choses avec beaucoup de sérieux, mais chacun tire un peu le drap de son côté. Il y a ceux qui font du chantage au gouvernement, mais par moments, c'est comme si le gouvernement tombe un peu dans ce chantage, les opposants ou des tireurs de ficelles qui sont de sous-traitants de certaines officines occidentales. Et par conséquent, il s'avère que le gouvernement veut faire tout en fait pour prouver sa bonne foi, alors qu'il fallait froidement aborder les questions. Ça, c'est vraiment l'angle de vue que j'ai sur cette situation qui est une situation aussi très délicate. J'aimerais que vous puissiez réagir par rapport à cette déclaration de maître Hervé Diakessé. Hervé Diakessé qui est du comité laïque de coordination qui dit « Exhumer les crimes d'hier commis par les autres n'exonère nullement de sa responsabilité pénale dans les crimes d'aujourd'hui. Alléguer les fautes d'autrui pour excuser les siennes, c'est comme prétendre se laver avec de la boue. » Votre réaction? Bon, c'est une déclaration qui est portée par une couleur. Maître Hervé Diakessé, comme vous le savez, bon, comité laïque, c'est juste l'étiquette, mais c'est un opposant à ces régimes. Donc, et par conséquent, dans sa peau d'opposant, il doit faire une analyse qui reste cohérente avec sa position. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un pays où quelqu'un peut être opposant et dire que même si je suis opposant à Dan, sur ce point, Dan a fait 2 pas positifs et 3 pas négatifs. En fait, on est dans une logique où quand c'est noir, quand c'est blanc, c'est blanc. Et automatiquement, on est robotisé par rapport à l'appréhension que l'on a de faits et surtout de faits comme cette situation que nous déplorons. J'insiste qu'il s'agit des morts d'hommes. Malheureusement, nous avons appris à prendre à la légère. Donc, les gens, pour des besoins politiques, peuvent faire en fait de déclarations, peuvent prendre des positions sans même aucun humanisme, parce que ceux qui sont en train de décrier aujourd'hui l'inhumanisme qui aurait été causé par les FRDC sont en même temps en train de tomber dans le même travers, parce qu'en fait on utilise la mort des gens comme un fonds de commerce pour sa philosophie politique, pour son idéologie. Et c'est immoral, à mon sens. On a suivi Patrick Mouyaïa, qui est d'ailleurs votre ami, Patrick Mouyaïa, qui est porte-parole du gouvernement. Il dit ce ne sont pas les FRDC, mais c'est quelques individus qui ont commis des bavures. Il ne veut pas qu'on puisse responsabiliser toute l'armée nationale. Oui, est-ce qu'il a raison encore une fois, c'est dans sa posture en tant que porte-parole du gouvernement. C'est comme ça que je dis, il ne faut pas que l'on tombe dans une sorte d'édulcoration de faits
selon qu'on soit de tel ou tel autre bord. Mais en principe, sa déclaration est une sorte, comment je vais dire, de défense par rapport aux attaques qui ont été là. Mais ici, il n'est pas question. Il n'est pas question. En fait, FARDC et FARDC. Donc, ils appartiennent à un corps. Donc, si c'est un FARDC qui a commis, ça veut dire qu'il a sali le corps. S'il a fait, parce que si un FARDC, aujourd'hui, quand un FARDC fait des prouesses, ça veut dire que ça représente tous les corps. Donc, en tant que responsable, il faut qu'on apprenne à s'assumer. Mais ce qui est mauvais, c'est qu'on généralise les choses parce qu'il y a l'aggravation. Il ne faut pas qu'il y ait d'un côté l'aggravation ou d'un autre côté la banalisation. Il faudrait froidement aborder les faits, établir les responsabilités, qui a fait quoi, et voilà, donc sanctionner les cas échéants. Les cas échéants. Merci beaucoup. La politisation de l'affaire, une récupération politique de cette question, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des gens qui sont décédés, des familles qui sont endeuillées. Il y a beaucoup de choses qui ont circulé sur ce drame. On a vu sur les réseaux sociaux beaucoup d'images. Certains même ont dit qu'il y a des images qu'on a importées, des images d'autres pays qu'on a importées pour simplement aggraver la situation, mais le cas est là, plus de 40 morts. À qui attribuez-vous la responsabilité, Maître Socrate? Bon, d'abord, M. Dan, la plus grande question que l'on doit se poser, c'est que il faut beaucoup d'autopsies dans ce dossier. Il ne faut pas y aller par une vue radiographique simplement de carapace. Lorsqu'on parle de l'insécurité à l'Est, il faut vraiment beaucoup de microscopes dans l'appréciation de vrais éléments qui ont concouru à ce drame. Donc, ce ne serait pas aussi exclu qu'il s'agisse de certains gens à l'interne ou à l'externe qui auraient été utilisés juste pour... Mais l'armée agit par commandement. Il y a des ordres qui sont donnés et exécutés. Justement, ça c'est dans un contexte normal. Mais rien n'empêcherait également qu'il s'agisse de nos ennemis qui se seraient vêtus d'habiller en tenue, justement pour que... Attendez, oui. Vous voulez dire que c'est votre analyse. Vous voulez dire qu'il se peut que ce ne soit pas des Congolais, des vrais militaires, toujours des infiltrés qui est toujours possible, en vue d'arriver à cette détonation, à suyer les oreilles de ce qui s'est passé. Donc, il faut, c'est par expérience, par âge aussi. Je me dis que avec ces gens-là, il faut être vraiment méticuleux. Lorsque vous les voyez faire, il faut exactement examiner. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'on en soit arrivé à ce massacre? Réellement, qu'est-ce qui a détonné? Qu'est-ce qui en a été à la base? Et quel intérêt auraient-ils ceux qui ont massacré? Et ceux qui ont été massacrés, qu'est-ce qui a fait qu'ils s'y retrouvent cette embuscade pour y être massacrés? Voilà, autant de questions. Moi, je crois que notre gouvernement, indépendamment du fait qu'il s'est vêtu à déférer les gens devant la justice, mais il faut également, d'abord, si j'ai été consulté, je vais d'abord préalablement demander à ce que une mission soit envoyée par les autorités, parce que on ne connaît pas exactement. Composé de qui? Quelle structure devait piloter cette mission? Ou peut-être chaque ministère pouvait envoyer des gens juste pour aller y retenir un rapport à mener au gouvernement. Vous voyez, lorsque vous voyez le départ du ministre de l'Intérieur, de la Défense et des droits humains, après une telle hauteur de massacre, un peu presque mal militaire, c'est insécurisant. C'est possible qu'ils soient aussi fusillés à Goma. Ils peuvent être aussi embuscadés. Parce qu'en fait, ils y sont partis par l'effet de l'émotion. Vous voyez un peu la hauteur de l'émotion. Justement. Donc ils ont un père de famille, allez-y voir. Non, on aurait dû y envoyer des gens, recueillir les éléments, les traces qui saignaient, ramener ces traces au niveau du gouvernement et de là déclencher une descente. Parce que je suis à ce jour, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui a été à la base de ce massacre. Est-ce que réellement ce massacre l'a été par le fait de la volonté des gens qui se sont brouillés en termes d'ordonnement ou d'alignement des pensées? Parce qu'on ne connaît pas le mobile précis. Le mobile précis, mais on n'a que les effets d'un mobile inconnu, notamment le massacre. Il faut vraiment éplucher. Il faut éplucher. Religieux, des gens qui juste, mais ils ont un chef connu. Ils ont un chef connu, me semble-t-il, arrêté. Et
de là, on peut creuser et pour dégager d'abord qu'est-ce qui a fait qu'ils en soient arrivés à ce stade, à ce point, à cette configuration. Et de là, voir quelles sont les mesures qui peuvent être prises. Mais vous voyez comment les autorités sont descendues presque manu militari et avec tous les risques d'être aussi embuscadés. Donc c'est là, j'ai trouvé quand même que ça aurait été intéressant pour le gouvernement d'abord d'y envoyer des gens pour apprécier, voir. Parce qu'en fait, la motivation, c'est quoi? Les gens disent qu'ils voulaient protester contre le maintien de la MONUSCO. En fait, ça, le mobile. Mais est-ce que le désir de voir la MONUSCO qui n'a rien foutu à ce jour, la voir partir, est-ce que ça peut gêner des gens lorsqu'ils sont couverts de ce même sens, cette même fibre-là compatriotique? C'est ça le débat. Voilà. Maître Socrate Kassongo pour une première dans Grande Tribune. Alors, Monsieur Mike, la position du gouvernement, votre point de vue à ce sujet, est-ce que vous voyez une récupération politique, que ce soit du gouvernement, tout comme de l'opposition? Ben, si vous parlez de la récupération, je crois que chaque fait social atteint une dimension politique au regard de proportions. Et ce qui s'est passé là, je crois que c'est tout à fait logique que ça fasse l'objet des éléments de langage, surtout de la part de l'opposition, qui n'a aucune responsabilité directe dans la gestion de ces genres de catastrophes. Je comprends, et c'est la culture politique chez nous. Mais permets-moi de revenir dans le contexte. Il y a eu beaucoup de questionnements ici. La première des sources que j'ai me confirme. En fait, avant de parler des questions de sources, les gens doivent savoir qu'à l'initiative de ces mouvements, des protestations contre la MONUSCO, c'est le mouvement Wazalendo. Ce n'est pas des civils. C'est de jeunes, oui, civils, mais armés. Depuis un bon bout de temps. C'est des gens armés. Armés, oui. Mais est-ce qu'ils ont fait usage des armes pendant leur marche? C'est ça la question. Je suis dans le contexte. Laisse-moi le poser et puis on va aller dans la profondeur. C'est des gens qui ont l'habitude des armes, ça veut dire dans l'esprit des... Comment est-ce qu'un civil peut porter des armes devant l'autorité de l'État? Je vais en arriver. Le monopole de la violence... Je vais en arriver. Même à ce niveau-là, il y a eu une responsabilité. On va le relever. Et au-delà de ça, moi je suis étonné. Dans la plupart des cas, ces mouvements ont l'habitude d'être toujours d'accord. Et ça fait il fait partie de mouvements qui ont toujours plaidé pour la présence de la MONUSCO. Les Wazalendo font partie de ces groupes dits d'autodéfense qui ont toujours eu un penchant vers la MONUSCO. L'autre question, j'ai dit, dans ces pays, les marches contre la MONUSCO, il y en a eu plein. Le gouvernement n'a jamais réagi autant, le FARDC n'a jamais fait usage d'armes létales. Le doute méthodique nous pose à poser la question, pourquoi en sommes-nous arrivés là? Dans mes sources, pendant les protestations, le jeune aurait récupéré un policier qu'ils auraient tué et pendu. Non, ça c'est le ministre de la Com qui l'a affirmé. Il a dit que, un policier a été pris, ramené dans le camp de ces Wazalendo, tué. C'est ce qui a déclenché là. Avant que le ministre de la Communication en arrive là, moi je vous ai dit que j'ai parlé de ces sujets bien avant que lui n'aille faire son briefing. J'ai eu cette information-là. Et au-delà de ça, les sources que j'ai au sein de l'armée ont confirmé que l'armée a utilisé tous les moyens possibles. La première des choses, on a tenté de dissuader. On a même fait l'appel à la citoyenneté. Que le bon citoyen s'éloigne. Et qu'il y avait une force en face. Tu viens de dire ici que l'armée répond aux ordres. Elle avait déjà commencé. Mais il y a des contextes où l'armée joue une certaine liberté de pouvoir agir. Ici, je veux qu'on soit calme. S'il vous plaît, c'est trop brutal et trop direct de pouvoir dire vous défendez un massacre. C'est une question. Ici, on est dans l'analyse, il faut replacer les choses dans son contexte pour qu'on dégage une analyse juste. Parce qu'au-delà d'être vrai, il faut apprendre à être juste. La véracité, s'il vous plaît, la véracité me pousserait aujourd'hui à dire parce que la vie humaine est sacrée. Puisque dans ça, il y a eu des civils qui sont partis et je crois que rien ne peut justifier cela. Okay. Mais là, on est au-delà du massacre. On quitte la dimension. Il y a eu massacre, oui, même l'État a reconnu et essaye de faire ce qu'il est en train de faire, de prendre sa charge. Mais maintenant, au-delà de ça, réfléchissons sur le contexte. C'est là où je suis. Mais est-ce que les Congolais savent qu'aujourd'hui, on a engagé un combat frontal?
on est dans une situation de guerre qui autrefois était une guerre, je dirais, asymétrique, où on disait que c'était entre l'État congolais avec les différents mouvements d'autodéfense en interne, les mouvements rebelles qui protestaient pour des raisons d'ordre politique. Et qu'aujourd'hui, cette guerre a presque pris la coloration d'une guerre d'agression, avec des États bien connus et identifiés aujourd'hui, avec de preuves de la part de services de la RDC. Posez votre contexte et puis on va Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais le savent? Quel est l'intérêt de l'État congolais à aller massacrer sa population pour protéger? Est-ce que S'il vous plaît, c'est l'État congolais s'il vous qui a plaît. massacré? Quand vous parlez de l'armée, je préfère utiliser le langage Parce direct que que le les gens gouvernement utilisent. lui-même, le gouvernement ne dit pas que c'est pas... Quand vous parlez de l'État, l'État est représenté par... Vous savez, regardez, je connais... Ce sont les individus Non, qui ont je sais, agi... non, regarde, je sais de faire... façon Justement, délibérée. et j'ai bien entendu le propos bien placé des jeunes Kandolo. Quand j'utilise le langage généraliste, je veux me mettre au diapason de ceux qui réfléchissent. Moi, je sais établir la hiérarchisation dans les différents compartiments quand on parle de l'État. D'accord. C'est-à-dire que dans cette hiérarchisation, quel est l'intérêt d'aller massacrer sa propre population pour une MONUSCO dont la demande des déguerpissements a été faite officiellement au vu et su de tout le monde? Par le même gouvernement. Par le même gouvernement. Il y a même Après une dynamique interne très audible et que les gens ont compris. Vous voyez un peu. J'aimerais qu'on regarde cette histoire-là avec beaucoup de... qu'on réfléchisse en fait. Et qu'on se rendra compte que dans ça, il est possible aujourd'hui, moi j'ai connu des situations pareilles dans le monde. Dans ces mêmes pays ici, on a déjà vu de coups, de massacres où on a parlé de FRDC, mais après enquête, on s'est rendu compte que c'était des agents de la MONUSCO récupérant des tenues, habillant des rebelles pour aller affronter des gens. Autrement, que ce soit le cas de l'armée, qui s'était retrouvé dans un contexte d'un rapport de force, qui a décidé d'agir ainsi, on peut décrier le manque de professionnalisme à ces niveaux-là. Ok. Mais ce qu'on veut, c'est qu'on puisse, en fait, élucider le problème. Tout à fait. Je reviens à vous. Aujourd'hui, on est dans la dimension, restons dans la dimension téléologique, qu'on ne se remette pas de faits. Oui, il y a le fait aujourd'hui. Le gouvernement a reconnu sa responsabilité. Aujourd'hui, on est presque en deuil en tant qu'État. On a perdu. En deuil, monsieur Mike. Je dis presque, pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui décrète le deuil national. Je ne peux pas parler au nom de l'État. Moi, je le dis, c'est moi. On ne le décrète pas, mais quand même, on est en deuil. Non, mais... Bon, évoluer. Oui, je comprends votre scepticisme. Évoluer. Moi, je dis, on est presque en deuil parce que nous sommes dans cet état d'esprit, quitte à l'État de pouvoir officialiser. Et moi, je souhaite aussi qu'il y ait un deuil national au regard de cet événement. Mais après, dès qu'on aura résolu le problème, dès qu'on aura dégagé les responsabilités, allons jusqu'au bout parce que la finalité des choses pour un État agressé nous permettra de voir plus clair et de pouvoir résoudre de fond en comble cette situation assez dangereuse. Merci beaucoup. On est en train d'analyser la position du gouvernement face à ce massacre. Mais il y a une décision qui a été prise, c'est de nommer l'intérimaire de Constant Dima, le général Nduru Chaligonza, un ancien chef rebelle du RCD-KML, ex-UPC, et connu pour être proche de Thomas Lubanga et Bosco Taganda. Tous deux poursuivis et jugés par la CPI. Il a été cité plusieurs fois dans les arrêts de la CPI contre ces deux chefs de guerre. Ça, c'est Denis Mukwege qui insiste sur l'application d'une justice transitionnelle pour régler la question de l'Est. Est-ce une erreur d'avoir laissé monsieur le général Nduru assurer l'intérim? Je ne saurais pas le dire par oui ou non, parce que sûrement il y a des éléments qui ont plaidé pour qu'il soit là, parce que de toute façon, moi et vous sur ce plateau, nous ne maîtrisons pas totalement la situation sécuritaire du pays, mieux que le gouvernement et particulièrement le chef de l'État. Mais seulement, je voudrais ici qu'on ne reste pas, parce qu'il n'y a pas que les mesures de nomination ou de rappel du gouverneur militaire, mais on est en train d'occulter une autre dimension parmi les mesures. Il y a par exemple cette mesure de contrôle de mouvements religieux et églises qui doivent se faire identifier pour savoir qui sont dans les normes. Parce que Mike a fait bien de le soulever, il y a un contexte d'émergence dans lequel cette activité se passait. En fait, ce n'est pas une activité qui se passe à Kinshasa, dans un environnement relativement calme. Ce n'est pas une activité qui se passe, je ne sais pas moi, à plein cœur de N'Guéména ou d'une centre-ville. L'Est, c'est comme une sorte de melting pot, et particulièrement, nous sommes dans une zone où il y a état de siège. Vous comprenez? Oui. Et qu'un certain nombre d'activités n'est pas autorisé. Et pour rentrer sur le cas de la MONUSCO,
c'est un plateau de journalistes. En journalisme, une situation permanente n'est pas une actualité. Il faudrait qu'il y ait un prétexte. La situation du départ de la MONUSCO n'est pas une actualité parce que c'est resté permanent. C'est resté permanent. Qu'est-ce qui a mobilisé ces gens en ces moments M pour qu'ils se soulèvent subitement contre la MONUSCO? C'est des questions, des vraies questions qu'il faudrait qu'on se pose quand on fait l'analyse ou bien quand on est en situation d'enquête. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne les choses à fleur de peau. Et ça permettrait à ce qu'on puisse avoir de vraies pistes pour savoir si réellement ceux qui ont causé ça sont juste de citoyens comme ça, épris de citoyenneté plus que nous tous, et qui comprennent l'urgence de faire partir la MONUSCO aujourd'hui, alors qu'on est dans un processus électoral et que, dans une certaine mesure, cette MONUSCO, à travers sa logistique, vient en appui au processus. Vous voyez un peu ça, il y a vraiment un tout. C'est une situation très complexe et c'est comme ça que je suis tenté de dire, comme mes deux frères ici, que il y a anguille sur roche par rapport à cette situation. Ne la prenons pas superficiellement. Il faut qu'on aille en détail. Et dans l'est du pays, particulièrement dans ce coin-là, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Et puis, tout à l'heure, vous étiez en train d'incriminer le FRDC. Non, pas ouais, oui, quand vous m'avez posé la question, vous avez dit l'armée tue. Assumé. Et c'est en fait cette campagne que je ne partage pas. J'ai vu des affichettes où on a dessiné un militaire en train de tuer un peuple. Lui, l'armée ne tue pas son propre peuple. Parce qu'en fait, ça c'est orienté. Ce qui peut être faux. Vous comprenez? Pourquoi je suis en train de parler de la question de l'RD? Le FARDC, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas encore une armée homogène. Et nous savons très bien combien de fois on a décrié le fait d'infiltration avec le multiple brassage et tout ce qu'il y a eu. Donc on ne peut pas déterminer de façon vraiment bien ficelée que ça, c'est une initiative de FARDC pour tuer son peuple. Mais par ailleurs, je suis en train de dire... Moi, j'aurais la position de Patrick Mouret qui disait que ce n'est pas les FARDC, mais c'est quelques individus au sein de l'armée qui ont agi de façon totalement... Bon, moi, je ne vais pas prendre vraiment ce propos, je ne vais pas prendre ces propos, mais je veux qu'on contextualise pour dire qu'au sein de FARDC, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas une armée homogène. Et je vois les efforts du gouvernement de travailler, mais ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme par baguette magique. Donc c'est un processus pour... causé sur le terrain. Bon, en fait, toutes les mesures qui ont été prises, est-ce que c'est vraiment à la hauteur? J'insiste sur le fait qu'on ne doit pas en fait chercher ici la proportionnalité parce qu'il y a eu mort d'homme. Ça c'est un. Mais il y a un fait. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'on a répondu à la hauteur des faits si on n'a pas compris en fait quel est le mobile de ces faits et quelle est la profondeur de ces faits. Pour répondre à la question de la hauteur, nous devons savoir la question de la profondeur. Et visiblement, le fait est beaucoup plus profond, les causes de ces faits sont beaucoup plus profondes que l'on imagine. Et par conséquent, on ne doit pas le prendre avec beaucoup de légèreté. Il faut beaucoup de lucidité dans l'approche. Il ne faut pas qu'on les fasse juste avec activisme ou voilà, donc déclaration de Mukwege par-ci, Hervé Diaké c'est par-là. Donc il faudrait qu'il y ait une responsabilité républicaine dans la façon d'aborder ces choses avec beaucoup de sérieux, mais beaucoup plus de sens d'humanisme, parce que j'ai comme impression que les gens, même ceux qui font semblant de défendre la cause, en fait ils se servent de cette cause de mort pour faire leur publicité, pour montrer comment ils sont beaucoup plus activistes que les autres. Il y a des décisions qui sont à saluer, notamment en fait cet inventaire de mouvements religieux ou de églises pour établir les faits, ceux qui ne sont pas en ordre, ceux qui sont en train de... Parce qu'aujourd'hui, impossible n'importe les responsabilités peut se déclarer prophète envoyé des dieux. Moi, j'ai vu la vidéo de ce gars-là qui s'est déclaré envoyé des dieux. Alors que nous avons une armée, nous avons une autorité établie. Toi, tu ne peux pas aller dire que c'est toi-même qui vas te rendre justice en chassant la MONUSCO. Tout ça, c'est des choses... Ils sont même armés, l'a dit. Justement, tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre tout en déplorant le mort, en déplorant et en baissant effectivement notre drapeau, mais tout en considérant que cette situation a été causée par un mouvement, par une dynamique négative que l'on devrait effectivement démanteler pour comprendre réellement. Et ça nous permettrait d'avancer et de trouver la lumière. Et les cas échéants, on pourrait se dire, est-ce qu'on a répondu comme il se devrait ou pas? Est-ce qu'on a répondu comme il se devait ou pas? Je pense qu'on va faire le dernier tour de table de cette question et puis on va prendre la deuxième question
Bon, on a 1h20. Je pense que c'est assez suffisant pour faire même un troisième tour de table. Hein. Et pour prendre la deuxième thématique sur le sondage qui place le président Tshisekedi en tête des intentions de vote, vrai ou pas, on va le savoir. Maître Socrate, alors, est-ce que, vu le fait que la situation est totalement floue, très difficile d'établir les responsabilités, très difficile de pointer du doigt un corps ou une structure donnée dans ces massacres? Parce que Patrick Muyaya a dit que ces populations aussi sont coupables parce qu'elles sont sorties pendant que la marche était interdite. Elles sont sorties pour aller marcher pendant que cette marche a été interdite. Est-ce qu'il est possible d'établir des responsabilités à ce niveau-ci pendant que la situation, les causes ne sont pas réellement identifiables? Mais si il vous suffirait seulement de revenir au ministre Mouyaya aujourd'hui, il n'aura pas à mettre la même version dans laquelle il a recouru tout récemment. Ça évolue. Donc ça évolue. Donc en fait, il y a un problème de maîtrise des véritables mobiles, les motifs de ce. Est-ce que, par exemple, je me suppose un peu, je me dis, est-ce que ce ne serait pas le fait des gens qui ont été massacrés par le fait que leurs actes amèneraient un départ brutal de la MONUSCO? Est-ce qu'il faut les achever? Parce que le contexte est permanent, ce que la MONUSCO devra nous quitter. Est-ce que ce mouvement ne pouvait pas amener à ce que les gens se soulèvent comme un seul homme pour précipiter le départ? Et que les gens qui voudraient voir la MONUSCO avec ce semblant, ce stratagème nous sommes mission d'observation, nous ne sommes pas venus pour le combat, donc ils ont été recrutés pour ce faire. Est-ce que ce ne serait pas une occasion dans le chef de ceux-là qui aimeraient voir la MONUSCO demeurer avec toute cette jonglerie, précipiter le départ? Ce sont des questions. Bon, ils vont vers la MONUSCO pour en réclamer le départ. Ces gens, ça arrive parce qu'on peut, dans un processus conventionnel juridique, que telle mission prendrait fin à telle période, on lui assigne un délai de début ainsi que de fin, de mort, mais les revendications populaires ont une force de tout mettre à moule, à genoux. C'est interdit par le... Justement, non. C'est interdit par le gouverneur militaire. Justement, parce que le peuple, le souverain, il est autonome, il est initial, il est inconditionnel. Nous sommes dans un contexte tout à fait particulier, d'état voilà, de siège. C'est exceptionnel. On peut, au nom des conventions, des accords internationaux, dire voilà, telle période, la MONUSCO devra quitter. Mais lorsque le peuple estime que le délai... Un groupe armé a marché vers la MONUSCO, n'est-ce pas dangereux ça? Est-ce que, d'abord, les armes, ils ont tenu ces armes de qui? Ils ont dit qu'ils sont... C'est un groupe d'autodéfense, maître. Un groupe d'autodéfense armé. Tout en étant... On va défendre sans armes. Qu'ils combattent d'autres groupes armés, ils récupèrent des armes qu'ils utilisent. C'est ce que les gens disent. Nous savons tous quelle est la procédure pour pouvoir se procurer des munitions. Et je pense que l'État, au regard de la taille, c'est faillible. C'est pas un argument qui tient debout. L'État a failli à ce niveau-là. Quelle est la nature des voies qui peuvent être utilisées pour arracher une arme? C'est la gentillesse, la paisibilité? Je ne crois pas. Il faut une violence, et à l'issue de laquelle on se dote d'une arme. C'est une violence. Il y a une procédure légale pour acquérir les armes. Non, mais dans le contexte qui est le leur, c'est après s'être bataillé, et il y a des fuites, il y a des abandons des armes, et ils se les procurent. Est-ce que cet usage... Mais pourquoi l'État laisse faire? Pourquoi l'État laisse des groupes d'autodéfense défendre certaines entités? Il y en a plein, il n'y a pas que Ouazalendo. Il y en a plein. Oui, mais pourquoi l'État laisse faire? C'est ça la question aussi. Bon, peut-être que le contexte qui est celui-là, l'État a tout fait. Il y a même installé l'état de siège. L'État a fourni beaucoup d'efforts pour que la paix règne. Si les gens estiment que les moyens donnés par l'État sont insuffisants pour leur procurer une sécurité, il y a un développement... C'est acceptable, c'est du tolérable. Non, dans une république. Un développement a des ressources bien qu'interdites pour se défendre. Dès lors que les ingrédients de défense d'ordre national apparaissent insuffisants. C'est une gymnastique individuelle, une aérodynamisation de la pensée. Les gens se disent, bon voilà, nous aimerions que l'État nous protège avec telle artillerie, et nous estimons que l'artillerie, par rapport à l'évolution de la criminalité sur le plan local, cette artillerie paraît, si pas anachronique, mais vétuste. Il y a toujours un développement de pouvoir chercher des moyens pour accroître sa sécurité. Et en l'accroissant, bien entendu, d'abord on met en insécurité ceux qui ne sont pas armés. Voilà ce à quoi on nous renvoie. Donc, j'allais également répondre à la question, je veux dire,
Pourquoi a-t-on laissé un général qui doit avoir œuvré longtemps dans... Bon. Ndourou, il y a un nom compliqué. Hein. Oui, justement, parce que pour lutter au nom de la politique criminelle en général, il n'y a pas que seulement des moyens judiciaires qui peuvent être utilisés, des moyens criminologiques, des moyens psychologiques, des moyens pédagogiques. Monsieur qui était déjà cité justement, deux fois dans 2 arrêts de la Cour pénale. Mais justement, mais si on considère que l'insécurité, le niveau que l'insécurité a atteint, il faudrait prendre quelqu'un qui a une connaissance. Est-ce qu'on l'a étudié, s'il est formé? Mais justement, on peut avoir ce qu'on appellera un droit rebelle. Dan, le droit pénal. Comme le dit Dr Mukwege. Le droit pénal a prévu un mécanisme. Lorsqu'on veut lutter contre une insécurité, un bruitage assez fort, on peut utiliser un gangster. On peut ça le marchandage. C'est-à-dire, on peut prendre un capital qui est très dérangeant. Vous ne craignez pas qu'il y ait des massacres, d'autres massacres? Non. Parce que l'armée agit par commandement. Hein. Moi, je me dis, l'armée peut-être aurait estimé que ce monsieur a de l'expertise dans ce secteur-là. Il faut prendre quelqu'un qui ne viendrait pas chercher à apprendre les gens. Il faut quelqu'un qui connaît comment les gens évoluent. Il en connaît même les méthodes d'évolution, comment il peut arriver à les arrêter. On fait le marchandage. Un homme de la on prend un dérangeur, on le met chef de classe. Il n'y aura plus de bavards. Ah oui, on a vécu ça. C'est le marchandage, c'est le droit qui a prévu. Ce sont les mécanismes pour lutter contre. C'est-à-dire, au nom de la politique criminelle, on n'y a pas que de méthodes qui soient judiciaires, il fait stratégique, psychologique, pédagogique, et parfois des instruments pénaux qu'on peut utiliser pour arriver à donner des solutions dans une sphère comme celle-là où les mauvaises choses sont... Et c'est comme ça que je vais un tout petit peu contredire Maître tout à l'heure quand il pense que ce n'était pas important que les ministres du gouvernement partent. Je crois que ça rentre dans la même logique de dissuasion parce qu'en fait, vous voyez le ministre de la Défense, celui qui représente l'armée, il est là, il descend, le ministre de l'Intérieur, et pour édulcorer cela avec un côté humaniste, on envoie le ministre de la Justice, des droits humains. Je crois qu'il y a aussi la symbolique au-delà du fait que Maître soulevait ses craintes à lui, de dire qu'il fallait d'abord que ce soit des équipes au lieu que ce soit le gouvernement. Je crois que ça peut être très dissuasif, mais aussi très symbolique parce que nous sommes aussi face à une population qui en demande un peu trop. Je n'ai jamais vu des gens aussi impatients, alors que parmi eux, il y a beaucoup qui participent même à ce qui se passe, qui sont de traîtres, mais qui sont autant exigeants vis-à-vis du gouvernement central. Ils veulent que les choses se passent aujourd'hui et maintenant. Alors que parmi eux, il y a des frères à eux, il y a des cousins qui sont aussi dans ces mouvements-là, qui, quand on met la main sur eux, ils sont en train de grincer les dents. En fait, c'est un peu un fourre-tout. C'est une situation très délicate. Et par conséquent, donc, il faut y aller avec beaucoup de méthodes. Et voilà, même si ça peut être des méthodes qui ne plaisent pas à Denis Mukwege, mais ça peut être salutaire. Monsieur, a-t-il raison d'indexer le général? Je vais commencer par là. Vous savez, malheureusement, nous, on vit pleinement la période de la post-vérité. Vous savez pourquoi? Dans la vie, quand on veut agir, on veut parler. J'ai parlé tout à l'heure, on peut être vrai dans ses sentiments, mais il faut être aussi juste. Quand on est un État qui a un passé comme le nôtre, cette question est un faux débat. Parce que c'est une réalité non seulement au sein de l'armée, dont rempli des hauts gradés qui ont eu un passé tumultueux, mais même dans la scène politique. On a aujourd'hui des candidats présidents de la République qui ont combattu peut-être aux côtés de nous, comme Delis Sanga et les autres. À la limite, à un moment, il faut savoir passer à autre chose. Il y a eu un processus d'EDER pour ça. Il y a eu des différentes réconciliations, différentes commissions pour pouvoir trouver cette jonction. On a eu une armée brassée et mixée à temps à contre-temps. Ça, c'est une réalité. Et le bonheur, c'est que vous ne pouvez pas demander à l'autorité maintenant d'aller recruter un général maintenant pour aller renvoyer à l'Est. On fait avec ce qu'on a, avec un travail de civisme. Parce que moi, je pense toujours que c'est de trop, Mukwege. J'ai toujours dit, pour moi, la réinsertion militaire est une erreur pour un État comme le nôtre, une mosaïque comme la RDC, parce que je pense qu'un bon militaire, c'est d'abord un bon citoyen. La meilleure insertion est d'abord sociale. Dès qu'il apprend à revivre comme un citoyen dans la société, il saura quelles sont les motivations logiques et vraies d'un militaire qui va défendre son territoire. Mais à ce niveau-là, je pense que c'est pas ça vraiment le débat. Et je pense qu'il soulève, c'est vrai, c'est son passé, oui, mais c'est comme je vous ai dit, on a un passé tumultueux sur le plan militaire, mais aujourd'hui même dans la scène politique,
c'est rempli des gens venus justement de ces passés-là, parce qu'autrefois, on avait érigé cela en mode d'accession au pouvoir. Les gens veulent le dialogue, créent le chaos, créent de l'insécurité, juste pour pouvoir en profiter. Mais si on revient sur le contexte de Ouazalendo, je voulais vous parler de la responsabilité quand vous parlez, est-ce que l'État devrait laisser faire? La plupart des mouvements d'autodéfense ont pour arc-boutant la déclaration de, si j'ai bonne mémoire, 96 de Moselle Laurent Désiré Kabila, venant lutter ici, appelant le jeune à la défense nationale. La plupart des gens ont pris cette déclaration pour une porte ouverte fondé, pour pouvoir se constituer en mouvement, particulièrement dans la partie Est. Dans ce schéma-là? C'est pas 96, c'est 98. On doit rester dans ce schéma-là. Après avoir chassé le mouvement rwandais. Dans ce schéma-là. Vous posez des bonnes questions, laissez-moi finir. Le problème maintenant, c'est que s'il y a un élément que l'État doit corriger, c'est à ces niveaux-là. Parce que les mouvements d'autodéfense sont dans la logique du terroir. Souvent, ils vous disent, nous, on protège notre communauté. Alors que la notion de la sécurité de l'État a la dimension territoriale. Ce qui fait que l'État, de par le droit, est le seul à avoir le monopole de la violence, et que dès lors qu'il y a d'autres forces qui entrent en compte en ligne des murs pour pouvoir prétendre faire l'exercice qui devrait être de l'État, c'est ce qui crée cette marmaille. La première des choses qu'on doit commencer à corriger à ces niveaux-là, c'est de pouvoir étouffer les différents mouvements qui autrefois partent des bonnes intentions. Étouffer d'abord avant d'éradiquer. Étouffer pourquoi? Étouffer d'abord. Ça veut dire que limiter leur capacité de nuisance avant de pouvoir éradiquer. Interdit carrément. Interdire, c'est interdit par la loi. On n'interdit pas avec la bouche. Il y a la loi et quand la loi est transgressée, il faut punir, il faut réagir. sévir, oui. Et maintenant, si on y va pacifiquement et que les gens nous tempèrent pas, c'est alors que la force... Ce que nous déplorons ici, c'est comme ça que nous disons, il ne faut pas qu'on puisse faire une analyse légère. Et il faudrait qu'on sache réellement qu'est-ce qui s'est passé pour que le militaire réagisse. On peut bien parler des ordres, mais quand un militaire est agressé par 10 personnes, il est seul, il n'a pas les ordres de son commandant pour qu'il sache s'il faut tirer ou pas. Merci. Donc tout ça, c'est des questions qui se poser. Donc en gros, je crois que c'est de là aussi que vient notre problème. Et ce qui fait que dans ce contexte de l'Est, c'est là où je suis en train de vous dire, la plupart naissent avec ces intentions, entre guillemets nobles, mouvements d'autodéfense dans la dimension terroir, mais après ce sont les mêmes qui sont utilisés. Pour tuer la population. Ce sont les mêmes. Contre eux-mêmes. Ce sont les mêmes qui sont utilisés contre eux-mêmes. Par exemple, quand on parle, c'est vrai, cette population est devenue exigeante, je comprends. C'est pourquoi moi, j'ai relativise aussi sur la notion d'interdire le mouvement de masse dans une partie comme la partie Est, parce que c'est un peu ce que moi je qualifie d'énergie du désespoir. Quand on vit constamment dans l'insécurité, dans des problèmes de ce genre-là, dans le meurtre au quotidien, tenir la ligne des exigences encore des obligations établies par l'État sont devenues très difficiles. Ils perdent les membres de leur famille, c'est normal, c'est évident. Non mais vous dites ce que vous dites ce que je suis en train de dire. Ça fait très mal, ce qui fait que même dans la notion d'interdire le mouvement pour le contexte de l'état de siège, c'est très relatif. Mais maintenant, le problème, c'est qu'on est dans un contexte où il y a eu massacre. Et je pense, à mon humble avis aussi, qu'il y a eu une forme de... L'État a beaucoup trop parlé, à mon sens. Je crois que je peux être direct. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur a commis quelques erreurs dans son approche de communication. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, si on est arrivé, par exemple, à l'image de... Sa communication était carrément ratée. Catastrophique. Oui, parce que quand on est arrivé à l'image déplorée par Jeanne Kandolo de gens qui commencent déjà à orienter l'opinion sur la communication, en jetant du discrédit sur les FARDC, c'est justement parce que, d'une manière ou d'une autre, sa communication a confirmé cette thèse-là que le FARDC allait tuer. Alors qu'à la limite du possible, on devrait attendre. Les mesures conservatoires, je suis d'accord. On fait appel au gouverneur militaire parce que quand on est dans un contexte d'état de siège, ça veut dire qu'on laisse la gestion militaire, on ne peut pas se permettre ces genres de dérapages. Mais après, dans la communication, on pouvait patienter jusqu'à avoir des conclusions et des vrais éléments de base pour pouvoir faire une communication. Et puis ça relève de la sécurité. Il n'était pas obligé de communiquer sur la question. Sur des questions de l'armée qui est la plus grande muette, vous ne devez pas être pressé de pouvoir communiquer. Là, on expose les siens. À mon humble avis. C'est-à-dire on a accrédité une thèse de l'opinion nationale et internationale qui permettent justement aux gens d'avoir ces éléments pour pouvoir tirer sur l'armée loyaliste. Or, ici, il y a de doutes sur est-ce vraiment de vrais éléments de FARDC ou pas, surtout que la garde républicaine, on sait que c'est l'unité la mieux outillée, la mieux formée de notre armée jusqu'ici.
c'est de doute à ces niveaux-là. Donc en gros, pour moi, je vous ai dit que le contexte, et quand on regarde le passé, le contexte de ces mouvements-là, je crois, et ça je peux le dire sans crainte d'être contredit, qu'il y a eu un rapport de force qui a contraint cette armée-là à ne pas attendre, comme vous aimez le répéter ici, les ordres venus d'ailleurs. Ils ont le droit à la limite de pouvoir évoquer certaines dispositions. Attendons les pour pouvoir enquêtes se qui sont en défendre. cours. Pour Justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Quand vous Oui. tirez bien avant, c'est-à-dire Non. que Vous oubliez n'avez pas qui tous je les suis. éléments. Vous oubliez qui je Vous suis. n'avez pas tous les éléments pour Vous oubliez pouvoir qui je suis. conclure. Vous oubliez qui je suis. Justement. Historien du présent, journaliste, je vous ai donné, j'ai dit, j'ai mes sources, je parle, et quand il faut parler, dans certains cas, j'ai utilisé les conditionnels. Mais je vous dis que dans ces contextes, il y a eu rapport de force, ce qui a fait qu'on est arrivé justement là. Bon, à la limite, vous pensez que s'il n'y avait pas rapport de force, une armée avec des armes, des gens décident de ne pas fuir? Si on est arrivé au massacre, ça veut dire qu'il y a eu rapport de force. Ici, il faut que le responsable, l'armée, entre guillemets, parce que c'est son image qui est mise en devant, fait sa part de choses, va répondre devant Merci beaucoup. la justice, mais après, Merci beaucoup. il faut qu'on soit prudent. Je pense qu'on a suffisamment parlé de la première thématique. Pour la deuxième thématique, mesdames et messieurs, c'est ces sondages de cette maison Le Point, en tout cas publié le 3 septembre courant, alors qui crédite le président Félix Antoine Tshisekedi en tête des intentions de vote avec 62,4%, loin devant Moïse Katumbi qui a 11%, et les autres sont vraiment loin derrière. Matata Pognon 1,3%, Mukwege 1%, Corneille Nangaa 0%, Franck Diongo 0,2%, et abstention 18%. Ce sondage a été effectué sur 12 300 personnes comme échantillon répartis sur l'ensemble du territoire national, c'est-à-dire les 26 provinces du pays. Alors, quid de la crédibilité de ce sondage effectué par Le Point? Alors, on va le savoir. Est-ce que c'est vraiment crédible? Dans quelle mesure c'est crédible et comment ça peut être crédible? Alors, je commence avec vous, coach. C'est une grande responsabilité commencer. de juger de la crédibilité d'un sondage. Ah oui. Bon, ça tombe bien. En 2014, j'ai eu à faire des études, mais aussi eu des séances de travail avec deux grandes maisons de sondage aux États-Unis. Mais déjà, je vais vous dire qu'en termes de sondage, c'est juste le calcul des probabilités. Donc, il faudrait qu'on sache cela. Qu'on parle intention. Intention. Et quand on parle d'intention, il est arrivé des situations, même aux États-Unis, même en France, où le sondage a donné quelqu'un d'autre pour gagnant et ça a donné quelqu'un d'autre. Ça veut dire que ce sondage-là ne veut pas forcément dire que ce n'était pas crédible parce que ça n'a pas donné. Parce que ce sont des calculs de probabilité. On parle de l'échantillonnage. Les élections, ça sera près de 42 millions 43 millions d'électeurs. Bon, alors, on peut en avoir et moins. là, on est sur 12 000. Et voilà, ce sont ce qu'on appelle échantillonnage aléatoire. Maintenant, par rapport à la crédibilité de la maison, parce que les points, je connais, c'est la rare maison des sondages qui fait l'effort d'être beaucoup plus objectif. Et je connais le travail que le Point fait. Ce n'est pas en fait une caisse de résonance. On sait aussi qu'en termes de crédibilité, juger de la crédibilité d'un sondage, c'est aussi en fait voir qui a commandé les sondages et qui n'a pas fait. Et pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui se mettent. J'ai vu un truc qui me faisait rire. Les gens qui se mettent derrière leur clavier et qui confectionnent un truc et puis ils disent bon, Dan est accrédité de 70%, c'est lui qui est en tête. En fait, c'est pour aussi orienter l'opinion. Il faut le savoir. Donc, et quand j'évoquais le cas des États-Unis, il y a deux maisons de sondage qui se sont assumées. Quand je dis que j'ai travaillé avec deux maisons de sondage aux États-Unis, ça veut dire une proche des républicains, une autre proche des démocrates. Donc c'est établi comme ça. Et quand ils font des sondages, c'est pour aider leur dynamique. Et eux, ils sont très objectifs. Ça veut dire que quand je suis une maison de sondage proche de maître, je sors le sondage pour lui permettre de travailler, d'améliorer sa campagne. Malheureusement, ce n'est pas ça l'objectif ici. Si M. Katumbi fait faire un sondage, en fait, c'est pour juste faire passer, travailler son image et faire passer dans l'opinion que j'étais accrédité de 60% et que si j'échoue, ça veut dire qu'on a volé mes votes. Donc, c'est-à-dire la démarche est différente. Ailleurs,
on a 2 maisons de sondage qui nous permettent en fait de retravailler nos efforts de manière à capitaliser ce qu'on peut capitaliser et de manière à orienter Vous qui avez la travaillé campagne. vous avez travaillé, vous avez été dans ce genre de travail. Quels sont les indicateurs qui peuvent démontrer que toute cette maison de sondage est crédible? Sur base de quels éléments on peut se baser justement pour... Premièrement, la maison de sondage ne peut pas naître que pour donner le premier sondage sur les élections. Ça, il y a un problème. Parce qu'ici, nous voyons des maisons qui naissent, qui n'existaient pas. On apprend seulement sur le média que sondage d'Anzing. Ils viennent d'accréditer Monsieur Mike Diana de 70%. Vous ne commencez pas le travail le même jour et vous commencez à faire des sondages de président. On doit voir dans le passé parce qu'en fait, la crédibilité est aussi dans la régularité. Quelle est la probabilité sur, par exemple, vous avez fait le sondage sur le média, vous avez fait le sondage sur, par exemple, les télécoms, vous avez fait les sondages sur les banques. Vous ne pouvez pas vous réveiller. Que faire la première fois que vous faites les sondages? Vous faites les sondages sur les élections présidentielles. Et bon, après, les gens peuvent s'amuser. Aujourd'hui, il y a des sondages Twitter que les gens font. Et puis, les followers, ils votent et tout ça sur tel ou tel autre sujet. Mais ce qui est important, je dis, parce que je connais les sérieux, et j'ai déjà assisté à, je crois, 2 fois dans le passé, il y a 4 ans ou 5 ans, à 2 présentations comme ça, de synthèse, de sondage. Et généralement, le point, il fait sur plusieurs domaines, plusieurs angles. Ces sondages, ce n'est pas juste un sondage qui est basé sur des individus qui seront aux élections. Ça, c'est un indicateur très important sur les sérieux. Ça veut dire que c'est leur travail. Donc, cette boîte-là, cette agence a comme spécialité les analyses qualitatives et quantitatives et ils sont orientés vers le sondage. Et ça peut être un indicateur sérieux. C'est un indicateur sérieux. Je crois qu'on va peut-être aux prochaines émissions, moi, cette question va revenir. On va peut-être essayer de fouiller un peu, connaître en profondeur cette maison. Les points, je connais. Serge Mumba, je crois. Serge, oui. Ouais. Voilà, donc moi, je le connais. Quelqu'un on va travailler aussi avec voilà. une fois. D'accord. Alors, maître, votre point de vue, qu'en pensez-vous? Ce sont des probabilités. Ça peut... Oui, vous l'avez dit vous-même, ce sont de calculs de probabilité. Mais question de voir un peu les maisons qui ont mis ce sondage représentent exactement quoi, la crédibilité qui est la leur. Il faut également s'interroger sur le fait que généralement en Afrique, les sondages, le sondage en fait a toujours valu une renommée. C'est-à-dire, vous voyez les études qui doivent être menées pour dégager de ce véritable sondage, comme le coach le dit. Ici, c'est la réputation, les ondits, la presse, l'audimat de quelqu'un et on appelle ça sondage. Mais ça, c'est sérieux. Justement, parce que apparemment, c'est sérieux. Si c'est sérieux, on y fait foi. Mais pour le cas de notre pays, le président Tshisekedi, je vous dis que ce sondage doit avoir été même sous-estimé. Pourquoi je le dis? 62%. Sous-estimé. Pourquoi? Parce que, à mon avis, nous courons le risque de faire de ce pays ou de lui coller un régime à parti unique. Comment ça? Je reprends. C'est-à-dire l'opposition, visiblement, n'existe pas. C'est une kermesse, en fait, un assemblage d'individus qui voudraient aussi revenir au pouvoir. Mais le sens de l'opposition avec des critères objectifs pour voir que vous gérez mal là, vous gérez mal là, vous gérez mal ici, et qu'une opposition... Non, je vous dis, si vous regardez l'opposition avec des microscopes, nous avons une opposition... Même à l'œil nu. Pas même microscope. Nous avons une opposition qui voudrait revenir aux affaires. C'est une situation qu'on n'apprécie donc, pas. Donc, pas une opposition, en fait. Regardez, l'UDPS au pouvoir, l'UDPS à l'opposition. Pour peu qu'on n'y prenne pas assez d'attention, nous aurons un parti unique. Mais ça n'apparaît pas. Donc, nous avons un parti, un régime, avec des gens qui ne sont pas fondamentalement émus de ces pensées de changer par ce scaphandre d'opposition, mais des gens qui s'estiment marginalisés, écartelés. Ils se disent, nous allons en opposition ou à l'opposition pour revenir aux commandes. Mais c'est ça la politique, on l'a fait pour... Mais justement, mais non, c'est pour revenir au pouvoir, mais avec ceci des particuliers qui a des charges.
la charge doit suivre la jouissance. C'est-à-dire, vous venez au pouvoir, on vous élit ou on vous nomme. Vous n'avez pas seulement les éléments, les ingrédients de jouissance, mais également, vous devez venir au pouvoir pour que vous ayez la charge de la santé, de l'éducation, du transport en commun, de l'électricité, de l'eau, de l'énergie et autres. Voilà, vous critiquez l'opposition. Maintenant, dites-nous, pourquoi, parce que vous avez dit 62% pour vous, c'est peu. Je trouve que, pourquoi on devrait aller au-delà? logiquement, les réalisations, la faiblesse de l'opposition, le caractère, pas bénin, mais frivole de challenger. Objectivement. Objectivement, je ne vois pas quelqu'un de la taille du président pour le mettre mal à l'aise. Je ne le vois pas. D'ailleurs que tous ceux qui sont de l'autre côté, à mon avis, je trouve qu'il s'agit bien des gens qui ne pèsent pas du tout, mais qui se font peser. Et tout en ne pesant pas, ils donnent l'impression de pouvoir multiplier de bruit, avec ceci de particulier que ceux qui les soutiennent sont mus par la haine. La haine? Justement. Si, regardez le comportement des partis politiques au Congo. C'est qu'à la base, nous avons un frère, et lui n'est pas mon frère, je le hais. C'est ça la base. Il n'y a pas d'objectivité pour dire que celui-ci... Imaginez dans un pays où les gens votent quelqu'un pour Assolo l'Arabien. Je vois, voilà un peu le critère. Assolo l'Arabien. Déjà, les choses n'ont pas vraiment changé. Hein. Quand on voit la répartition du budget, c'est compliqué. Mais justement, c'est parce que nous sommes à payer les salaires. Nous sommes en train de pleurer ensemble avec vous le fait que, à mon avis, 64 pour 62 ont été sous-estimés. Ça aurait été plus. Parce que devant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. On va y revenir en détail. Je n'ai pas voulu trop vous... On va y revenir. Monsieur Mike, votre point de vue à propos de la crédibilité. Oui, quand vous posez la question de la crédibilité, je peux vous comprendre parce qu'il faut dire vrai, les sondages sont devenus, particulièrement surtout pour les Africains, des outils de com, juste pour faire du branding, des acteurs politiques, je peux comprendre. Mais la logique, c'est qu'un peu comme dans ce que Eugène a évoqué, le sondage doit être un baromètre pour vous permettre de travailler sur vous-même et vous améliorer. Connaître à quel niveau on se situe au sein de l'opinion et pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut corriger. Mais sur ces contextes, moi je vais aller directement sur... Moïse Katumbi est à 11%. Est-ce qu'en 3 mois, il peut rebondir? Si c'était pour qu'il travaille son côté conviction, convaincre la population. Non, mais je ne pense pas. C'est pas un sondage commandé par Moïse Katumbi, on n'aurait pas eu 11%, on aurait changé forcément. On aurait surévalué. Il y en a eu déjà un qui lui donnait favori, 65, quelque chose comme ça. Non, ne vous en faites pas. Je reviens sur le renseignement généraux qui, à mon sens, m'ont prouvé à suffisance que même si on interroge les citoyens lambda, on est proche d'une réalité. J'ai dit proche parce que c'est jamais réalité à 100%. Je connais les réalités dans le sondage et sur le contexte. Sont presque les mêmes aujourd'hui. Non, c'est pas question d'avis presque le même. Regarde, je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Oui, je vous donne un exemple. Regardons la cartographie politique ou électorale, si vous voulez. Sortie des élections de 2018, l'accréditation du contrepoids du pouvoir en place était donnée à Lamouka. Exact. Ça dit, c'est Tshisekedi, Martin Fayulu, qui encore vous dire la preuve, qui est la preuve justement de l'évolution des intentions de vote, parce qu'on aurait fait ce sondage en début de l'année 2020, ou qu'est-ce que je dis, en 2017, ça serait quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que Fayulu bénéficie justement de cette lumière des autres qui ont presque donné, cédé leur électorat à Fayulu pour en faire le candidat potentiel qui a fait un bond spectaculaire sur la scène politique. Et aujourd'hui, c'est Fayulu qui représentait presque le visage de l'opposition. Nonobstant le fait qu'il y a une autre opposition de fait qui est Kabila. Mais les deux plus grandes forces de l'opposition, c'est s'en retirer du processus électoral, ce qui fait qu'il n'y a pas match. Il n'y a plus d'opposition. Il n'y a plus match. Monsieur Fayulu se retire. Monsieur Fayulu qui avait presque pris, justement, devenu le porte-étendard de l'opposition, s'est retiré du processus électoral. Qu'est-ce qu'on a en face? C'est Moïse Katumbi Chapwe. Ok, c'est quelqu'un de connu pour deux raisons. La première chose, c'est quelqu'un, caritativement, c'est quelqu'un de bon entre les gens. Son management sportif a permis de lui établir une certaine notoriété. Et au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a fait un effort en si peu de temps de pouvoir implanter quand même le parti à gauche et à droite. En dehors de lui,
Je ne vois pas Matata, je ne vois pas Délice Sanga. Je vis dans le sondage Le Point, même les quelques candidats déclarés, les Constant Moutamba, qui, allez, il faut le dire vrai, ne vont même pas boxer, c'est juste pour question de figuration. Donc, en gros, ce sondage-là s'est reposé. Quand vous, 12 000, vous posez la question sur autant de candidats déclarés, la réalité est là, est bien présente. Donc, et au-delà de ça, le sondage, si vous avez bien lu, c'est pourquoi je dis le contexte général, en tout cas pour moi, m'ont satisfait. Dans le sens où il vous donne 2 facteurs qui font que la plupart des gens qui ont concouru à ces sondages ont publicité les choses de cette manière. D'abord, de un, c'est vrai. L'économie peut sembler être une faiblesse à cause de plusieurs raisons. On ne va pas revenir sur le contexte économique. Mais la dimension infrastructurelle, la dimension éducationnelle, lui donne beaucoup de part. C'est-à-dire que... Donc, si je comprends bien, on est presque dans le contexte de la France, plus ou moins, où le président serait... Pas forcément. S'il vous plaît. Je connais le contexte de la France. Quand vous avez... Le contexte de la France était un vote par défaut. Parce qu'en fait, les gens ne voulaient pas voir l'extrême droite venir au pouvoir. Et faute de Macron... Je veux arriver exactement, pas le contexte. On n'est pas dans le contexte. Non, c'est pas ça. Ici, c'est pas... Au début, le contexte a beaucoup évolué. Au début, il y a un moment où Tshisekedi pouvait être considéré comme le moins mauvais. Mais maintenant, il a marqué ce pas. Et en fait, il a pris vraiment le territoire. Parce qu'il a travaillé, parce qu'il a suffisamment travaillé, ou bien parce que Fayoulou et Kabila... Non. Il y a deux facteurs. Il y a le facteur qui a fait que les autres n'ont pas suffisamment, en fait, montré qu'ils pouvaient être une alternative crédible, tu vois. Mais il y a aussi un côté où il y a des faits, des réalisations qui ont effectivement changé la donne. Il y a aujourd'hui des gens qui hier disaient, non, Tshisekedi, non. Vraiment, c'est vrai que je ne suis pas son partisan, mais à cause de ça, je crois qu'il mérite. Et donc, à part le regain de la haine pour certaines personnes, donc la réalité aujourd'hui, et même je suis un peu en désaccord avec Mike, et même si Kabila et Fayoulou étaient dans la course, en fait, il ne ferait pas. Le sondage n'allait pas vraiment être relativisé par rapport à ce qui est là. Parce qu'en réalité, il y a un désaveu. Et je ne sais pas si dans ce pays, le groupe comme le PPRD peut avoir une chance, même dans 25 ans, d'être encore... Je veux répondre mon temps d'antenne. Je crois que Joël Kandolo ne doit pas sous-estimer la force de choses. Ces sondages auraient subi un lifting si le 2 était en lice. Ça, c'est une vérité de fait. On peut prétendre, moi je crois que leur foot les a sauvés. Parce que s'il y a un groupe qu'on a sauvé, c'est le groupe comme celui. Ça, c'est un point de vue. Ça, c'est un point de vue. Et je crois que Kabila a évité l'humiliation. Non, c'est pas ça. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Mais factuellement, je le dis, et sans crainte d'être contredit, que le dé aurait été là, il y aurait eu une révisitation de ces statistiques. Ça veut dire que le président Tshisekedi c'est pas seulement ça. Risquerait de ne... Le problème, c'est que... Peut-être pas en tête des intentions de vote. On peut pas supposer sur les résultats d'une enquête alors que... Non, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit que... Je n'ai pas dit quoi. J'ai dit que si Kabila était là, ça aurait été différent. Je suis en train de répondre à l'analyse de Eugène Kandolo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre ici que si Kabila et Fayoulou étaient là, on aurait le même résultat. Je ne pense pas. Je pense pas. Ça, c'est une vérité de fait. Mais à quelle proportion oui. On ne sait pas. Ça, on ne sait pas. Mais certainement, il y aurait révisitation des statistiques. Permettez-moi de rentrer dans le fond. Permettez-moi de rentrer. Une question. Possible que Tshisekedi ne puisse pas figurer en tête. Non, conserver toujours. Non. Le problème de la hiérarchisation, seule l'enquête pouvait encore répondre. Mais le problème, c'est que dans les résultats, si le 2 était là au regard de la force politique, pourquoi je le dis? Je rentre dans la cartographie électorale. Dans ces partis, s'il faut parler, parce que maintenant, on va au processus électoral avec le 2 principes de seuil, de représentativité, de recevabilité. S'il y a 2 partis ici qui peuvent répondre à ça, il y a l'UDPS oui, mais il y aura le PPRD après, en termes d'implantation sur l'ensemble du territoire national. Si c'est le cas, va au ministère de l'Intérieur. On peut être implanté, mais en fait, il faut regarder en termes de candidats. Parce que le gros classique du PPRD qui ne sont pas aux élections, qui tu vois parmi les députés PPRD qui jouit de la crédibilité? Il faut faire la différence entre l'aura d'un parti politique et en fait la possibilité d'élire ses cadres. C'est deux choses différentes. Là où on est opposé, c'est que vous êtes dans l'approche nulle, zéro.
Moi, je Bon, ne suis pas là. Je ne dis pas que c'est nul. Je dis Si, pas que c'est nul. en fait, c'est Mais ça l'approche. Vous donnez beaucoup Non. d'importance Non, à je un donne groupe d'importance qui est pourquoi en Parce que- décadence. Non, je donne beaucoup d'importance parce que c'est une réalité de fait. Allez au ministère de l'Intérieur aujourd'hui, quand on vous parle de parti, en termes de pondération, en termes d'implantation, Ça, c'est sur papier. mais justement, je suis C'est sur papier. Exactement. Je suis sur papier. Je suis sur papier. Ces partis-là, là où ils sont implantés, vous me direz pas même que c'est des chimpanzés qui gèrent. C'est des individus avec leur capacité de mobilisation. La proportion, je ne sais pas le dire. Exactement. Seul le sondage pouvait le dire. Mais la vérité de fait est, je vous dis, mise ensemble. Kabila, Fayoulou, ça aurait changé le résultat. Pas forcément déranger l'ordre de la hiérarchie, mais au moins ça aurait changé. Je suis rentré dans cette logique pour vous faire comprendre que aujourd'hui, même sur la cartographie électorale, Tshisekedi se retrouve en face de lui avec, permettez-moi le terme, de poids mouche. Katumbi, c'est un point mouche. Je dis, je pèse mes mots, dans des poids mouche. Katumbi, c'est un point mouche. C'est Je ça la question. répète, personnalité. je Non, non, répète, attendez, je répète. attendez. Pourquoi tous sont des poids mouches, selon vous? Selon Pourquoi? moi, Oui. je crois avoir déjà expliqué ici le pourquoi de ce que je dis. Non, pas de façon beaucoup plus détaillée. Parce que quand vous dites... Je peux mettre Parce l'eau que- à son moulin. Non, Je peux non, mettre l'eau. oui. attendez. Voilà, Jean Cadeau l'a beaucoup grappillé dans mon temps. En fait, la réalité de ce que je suis en train de vous dire dans ce sondage, je suis resté dans le contexte général. Je voulais donner les deux facteurs. Le deuxième facteur, c'est justement la faiblesse de cette opposition. Le point l'a dit. Lisez bien le sondage. Vous dites qu'en face, il n'y a pas vraiment du répondant suffisamment. Le seul qui est jusqu'à 11, c'est Moïse Katumbi, parce qu'on le sait, on ne l'a pas minimisé. Vous dites un point tout. En face, c'est lui, il y a des points Je répète de ce que j'ai dit, j'ai mouches. parlé de poids mouches. Bien sûr. Je suis dans le contexte général. Vous personnalisez les choses. Je vous dis, il est resté presque avec de poids mouches. Si vous voulez les particularités, on y Très reviendra peut-être après. Très bien. Mais permets-moi de chuter. Permets-moi de chuter. Donc, en gros, dans le sondage, la source de crédibilité d'un sondage, c'est aussi si les gens ne peuvent pas remettre en cause les contextes généraux ou encore les éléments probants qui ont concouru justement à ces suffrages-là. Or, dans ce que les gens ont dit, il y a du vrai. Exactement. Dans ce que les gens ont dit, le mobile, Ça c'est-à-dire reste un point de les vue. Ça reste un point de motivations, non, le motivation du choix sur Tshisekedi, dans cet échantillonnage sur le 26, est-ce que sur c'est- le chef-lieu de 26 provinces, Oui. Est-ce que c'est faux? et les territoires à forte concentration beaucoup. Merci répondent beaucoup. à des éléments vrais sur terrain. Merci beaucoup, monsieur Mike. Ce n'est pas faux non plus quand je dis que ça ne reste qu'un point de vue. Non, Quand c'est un une point de vue. analyse Non, ça c'est une factuelle. analyse factuelle, il n'y a pas de point de S'il vue. vous plaît. S'il vous plaît, Bon, monsieur. Dan, faisons S'il l'exercice, vous s'il plaît, vous plaît. s'il Je vous sais que plaît. vous ne pouvez pas S'il- répondre aux s'il questions. vous plaît. non. Soyons calmes. Et donc les gens qui nous suivent à comprendre. Monsieur Mike. Non, regarde, s'il vous plaît. Non, non, Je non. sais que c'est vous, la police, en 30 secondes. Et donc les gens qui nous suivent à comprendre. C'est quoi le problème? Vous avez parlé Ici, suffisamment. on est en train d'analyser un sondage. Vous avez parlé quid de la crédibilité. Bien sûr. Les autres sont revenus d'abord sur le d'autres considérations. Je suis rentré dans les contextes de fond. Je vous ai dit que quand on dit que la plupart des gens, sur le 12 300, Vous n'avez pas revenu sur ce que vous avez déjà dit. sinon, je ne vais pas revenir. Je vous donne autre chose. Si les 12 300, non seulement pas dit qu'ils ont choisi Tshisekedi, ils m'ont aussi dit pourquoi. Et quand on vous donne le pourquoi, et ce pourquoi-là aujourd'hui, amène-moi quelqu'un qui peut contredire qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est des éléments qui se reposent sur le faux. Ah, on serait d'accord. C'est en harmonie avec de faits. D'accord, on y reviendra. Alors, je donne la parole d'abord au maître. Je devais réagir, ok. Oui, je voudrais ajouter par rapport à ce dont nous venons de parler là, sur le poids politique. Vous voyez Fayoulou. Fayoulou, concrètement, qu'est-ce qu'il représentait? C'était quelqu'un qui a été gondolé par les apports d'autres, les Bemba, les Mouzito, les Matungulu, avec l'ancien formule de la Mouka. Parce qu'au fond, Fayoulou lui-même, en tant que Fayoulou, ne pesait pas. Donc, il a été amené à peser parce Là, c'est qu'il les a Fayoulou reçu- d'avant. Voilà. Les Fayoulou D'avant. candidat. Après candidat, Non, d'avant. il pèse. Il pèse, mais il s'est retiré. Mais c'est en retiré, mais il laisse sa vie. Vous voyez Joseph Kabila, il ne sera plus briguer un mandat électif. Il n'est pas tout en étant sénateur. Mais il reste une force politique. Il ne faudra pas qu'on soit Justement, amnésique. Sa famille politique. Mais je fais politique, mais il est sénateur à vie. Il n'est pas à vie sénateur. Il peut durant sa fait. Il peut sortir un candidat qui peut aussi se battre. Parce Oui, que... mais il faut qu'il soit appris, qu'il soit étudié, connu. Il a sorti quelqu'un Il a sorti un candidat qui était troisième aux élections, aux échéances précédentes. C'est c'est Emmanuel pas- Ramazani Chadari. Oui, c'est- Crédité de plus mais- de mais 2 ça, c'est millions pas de les voix. dans C'est pas quel n'importe contexte? qui quand même. Ne Dans le remettons contexte ne où il remettons était pas en présent. cause les chiffres quand même. Mais C'est là où on n'aide pas le pouvoir. Il ne faut pas croire qu'ils ont tendance à prendre les choses pour acquis. Ce sont des intentions de vote, oui, qui peuvent évoluer. Il ne faudra pas croire que dormir sur vos lauriers
ignorer le travail de ceux qui doivent vous permettre de continuer à pérenniser cette avance. Exactement, mais je vais poser... D'ici, mais c'est Maître qui a... Non, Maître avait déjà... Bon, c'est un débat, ne vous en faites pas. Maître avait déjà conclu. Je ne voudrais pas que Mike... Il a fait conclure, Maître. Il adore la parole, c'est un coach, faut comprendre. Il est coach. Je ne voulais pas que Mike puisse croire que j'étais vraiment contre sa pensée de vouloir montrer l'importance du PPRD. Je voudrais ici rappeler à Mike que dans le contexte de 2018, avec l'aura qu'avait l'UDPS, parce qu'il a dit l'UDPS grand parti, tout ça, l'UDPS n'a pas eu 30 députés, donc ils ont eu quoi, 30 quelques. Voilà. Donc, erreur interne. Voilà. Justement, c'est pour cela que j'étais en train de dire, le parti peut avoir l'aura, mais les candidats qu'on aligne ne sont pas à même de se faire élire. C'est possible. Et ça a été démontré à travers l'histoire. En France, quels sont les partis qui étaient plus connus plus que les républicains et les socialistes? Mais Macron a gagné les élections avec plus d'élus. En fait, la question d'avoir un nombre consistant d'élus ne dépend pas en fait de l'aura du parti. Le parti peut jouir de l'aura, mais si vous n'avez pas de candidat crédible, et le cas échéant, le PPRD, la plupart de ceux caciques ne sont pas des gens qui ont tissé une relation sociétale de modus monus, le droit de rendre compte vis-à-vis de la société. Mais la vérité est que la plupart sont de l'autre côté. Et que malheureusement, ils ne peuvent pas apporter. Et par conséquent, j'étais en train de dire que même s'ils étaient dans la course, ça n'allait pas changer grand-chose. Pourquoi ? Parce que, c'est pour cela que je dis que le fait de se retirer, et il a été sage, parce que les gens le poussaient, alors que la Constitution ne lui permettait pas de faire le comeback, le sénateur à vie Joseph Kabila, ça lui a épargné en fait l'humiliation. Si parce Chadari que revenait, non, mais Chadari n'a jamais pesé. En fait, Chadari, il faut dire qu'il a joui de tout ce qu'il y avait comme arsenal de la base de Kabila. Mais lui, personnellement, ne pèse pas. C'est comme Mike l'a dit, le cas, par exemple, de Matata. Matata, ce n'est pas un leader national. Il a été, bien sûr, Premier ministre, comme la plupart de Premiers ministres dans l'histoire du Congo. C'est des gens qu'on met là. En fait, ce n'étaient pas des gens qui, au départ, étaient des élus ou qui jouissaient de la confiance de la population. C'est maintenant qu'il doit travailler ça. Et malheureusement, il a toujours fait la politique sur deux angles. Premièrement, c'est l'angle de terroir et deuxièmement, c'est l'angle de la victimisation avec son truc. Donc, il n'a jamais proposé quelque chose de dynamique qui peut faire qu'on sente que c'est un politique à l'étoffe nationale. D'ailleurs, il est devenu politique à peine ici. Voilà. Et par ailleurs, quelqu'un comme par exemple Bahati a une assise nationale plus que Matata. Matata, pourquoi? Parce que lui, il a toujours une stratégie qui fait qu'il gagne plus d'élus. Même si lui, personnellement, Bahati ne pourrait pas en fait se présenter comme candidat président et faire même 2% en tant que candidat. Mais il pourrait, dans sa stratégie, avoir toujours plus d'élus. Je peux prendre un peu de temps de Jean Kandolo. Je peux récupérer un peu de temps. Donc ça veut dire qu'il faut prendre les choses en tant que telles. Ce n'était pas pour minimiser le PPRD et encore moins l'élan de Fayoulou qui a perdu. Autant il avait fait un bond, il a fait vraiment une chute libre. Et moi, je crois que ça l'a sauvé de fuir et de ne pas se présenter aux élections. Alors, je peux me permettre. Parce que ça va tuer le mythe. Parce qu'en se présentant aux élections et quand il se rendra compte qu'il a fait 2 ou 3%, ça va tuer le mythe. Je vais finir avec vous. Je vais finir avec vous. C'est une réaction. Alors, je fais une réaction. Je reviens avec Maître. Oui, Maître peut finir. Je ne m'accroche pas à la fin. En réalité, je comprends. De toute façon, le problème, c'est qu'il a ouvert une brèche qui nous rentre dans les considérations d'ordre technique sur la question du choix de vote. C'est pour vous dire que même dans le sondage, il faut faire la part des choses entre le sondage qui amène les avis, encore les intentions de vote, et l'opinion dans le sens général de la population. C'est justement pour ça qu'on crée la campagne électorale, c'est pour cristalliser ce qui était intention autrefois, rendre vrai ou avoir la chance de pouvoir le rendre palpable. Mais ici, quand je parlais du PPRD, je suis resté sur les éléments statistiques. Vous savez, de 2018 En politique... De 2018. Oui, en politique, ça, le chiffre... On est en 2023. Oui, mais justement, en ça politique... passe quand même, hein, il y a évolution. Et beaucoup de choses sont passées. Allez-y. En fait, la logique, c'est qu'en politique, le chiffre parle.
Si je prends le cas de Martin Fayulu, pourquoi il est en chute libre? C'est justement, on rentrait dans le contexte de gestion. Il a mal géré son momentum. Exactement. Dans le sens où il est allé avec la politique des dupes. Tu vas à l'opinion. L'opinion, c'est des gens qui sont... C'est-à-dire, il a manqué de rationalité dans son discours. Tu ne peux pas revenir. Le feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, de son rang, a utilisé ces stratégies-là, mais nous connaissons tous sa ligne de politique. Tu ne peux pas venir aux gens, je suis le président élu, mais quand vient le problème de l'Est, tu fustiges, non, les gens qui gèrent. C'est des sortes d'incohérences qui vous fait passer pour quelqu'un de pas stable dans la vie. Président élu qui n'a pas Qui n'a pas la possibilité d'agir. Qui n'a pas c'est ça la l'impérium. réalité. C'est pour combien il était mal entouré. Oui, Maintenant, sur l'élément de fond, on peut avoir une base politique, mais pas avoir des élus. C'était ça l'erreur de l'UDPS. Pourquoi je dis que c'est une erreur stratégique? Quand vous avez une base politique, le problème aussi, c'est le rapport candidat. Il a soulevé l'élément essentiel de Bati. Qu'est-ce que Bati fait? Bati plaide toujours pour la politique des autochtones. Tout à fait. Bati n'amène jamais des gens, il dit parce que c'est lui qui a contribué au parti, je vais faire des... Bati recrute des gens en fonction de leur aura. Il sait que j'arrive à l'Est, tel est bon, il jouit d'une certaine crédibilité, je l'approche, je le mets aux côtés de moi. C'est ça aussi la stratégie. Il en profite. Mais il y a des partis naturellement qui ont eu une certaine base, Naturellement. mais qui se sont vidés justement par absence de l'offre. C'est le cas du PPRD, c'est le cas du FCC. Ils sont entrés dans le jeu traditionnel de la politique, du genre, on ne veut pas des Kadima, on ne veut pas des Sisi. Bon, merci beaucoup. Sur les questions de la société, qu'est-ce que vous proposez? Aucune C'est ça la maladie. Merci. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Ouais. ce qui devait être le contraire, ça aurait été plus facile dans les approches électorales que l'opposition, parce que celui-là gère, il a des faiblesses, vous avez la possibilité de tirer sur lui et de régler. La tendance s'est renversée. On dit, bon, lui au moins il a fait ça, vous proposez quoi? À l'absence de l'offre, le moindre mal, ce qui est fait, c'est-à-dire, on dit toujours, vaut mieux un tueur que deux tueurs. Merci beaucoup, C'est-à-dire, monsieur on Mike. préfère voir celui qui a fait quelque chose et lui donner la chance que ceux qui Absolument. viennent sans offre, Très bien. prétendent pouvoir faire mieux. Merci beaucoup. Alors, ça c'était juste un sondage sur les présidents de la République, élection présidentielle. Mais est-ce qu'on peut s'y référer pour dire que les partis comme l'UDPS peuvent faire mieux qu'en 2018 aux législatives nationales comme provinciales? C'est possible aussi, Au vu des sondages. oui, du sondage. Bon, je viens de dire tout à l'heure que le sondage, en fait, a été sous-estimé. Parce que lorsqu'on voit de l'autre côté, il n'y a personne. Non, au niveau des On l'aurait- législatives. Oui, on l'aurait porté à plus de 80. Wow. Parce qu'il n'y a personne. Ça, c'est un plébiscite. Nous tendons vers un plébiscite. Pourquoi j'ai dit ici que si on n'y prend pas garde, nous allons retomber sur un Et parti. vous voyez ces résultats être applaudis par tous si on arrivait à 80%. En tout cas... Bon, du ça- moins par la majorité, par ceux qui souvent s'immiscent dans les... Les gens dans- risquent de make noise pour rien. Non, mais justement, parce que mais si les gens contredisent ou arrivaient à contredire les 80%, il faut que les gens nous opposent le poids de ces 20%. De 20% de l'autre côté, il n'y a rien. Peut-être pas par compatriotisme qu'on essaie d'être plus large, mais fondamentalement, il est seul, le chef d'État. Il n'y a personne de l'autre côté. Fayoulou qu'on aimerait, d'ailleurs, moi en ce qui me concerne, j'aurais voulu vraiment que Fayoulou fût là, ou s'y maintient, en ce que sa présence donnerait du tonus, un peu de jus. Rendrait le match intéressant. Des compétitions. Parce qu'il va remettre la compétitivité dans Parce le que processus le fait que électoral. lui se soit retiré, j'imagine, il a fait La une compétition humiliation. sera un peu molle au niveau de La la présidentielle. compétition, on voudrait, comment on dit, coach, à vaincre sans péril, Sans on péril, triomphe on triomphe sans gloire. Il n'y aura Donc, pas il a- vraiment de gloire en fait. Il a rapeti, là, il a rapeti même le sang du combat. Donc, j'aurais voulu que Parce lui- que l'objectif, c'est de ne pas avoir ces élections en 2023. Voilà. Ah, l'objectif. Parce qu'il dit que je me retire pour qu'il Ils ait ne se fait sont pas non. retirés du processus, mais ils veulent bloquer la machine. Il veut bloquer la machine. Mais en se retirant. Malheureusement, la machine. Alors continue. qu'en se retirant, il laisse le couloir vide. C'est-à-dire on peut se prendre avec le ballon d'un poteau de l'autre côté vers l'autre, même vers le supporter. Vous êtes en Donc, train donc c'est- en train de minimiser complètement Moïse Katumbi. Quand vous dites que non, le il ne poids... peut pas faire grand-chose. Non. Bon, lui, il est politique, Non. laissez-lui parler comme il veut. hein. Moi, Il y a un rapport de force, mais ce rapport aurait été plus intéressant, plus intéressant si si Fayoul le deuxième, le poursuivant Plus direct. intéressant Voilà. si cette opposition était peut-être réunie. Non, les dynamiques posent souvent le problème divisé. de gestion d'ambition. Combien de fois les dynamiques de l'opposition, la mise ensemble, ont toujours échoué? Ça, c'est une vérité de fait.
Parce que, certain. parce C'est que, ça le passé de Dan, l'histoire. Comment vous les Mais- mettre mais- ensemble mais- alors que vous êtes tous candidats? Ils se sont tous déclarés candidats. À Genève, Parce que, Dan, oui. on doit faire un distinguo entre un opposant politique et un mécontent politique. Nous avons des mécontents politiques. Quand vous êtes mécontent. Ce sont des mécontents politiques. Parce que, fondamentalement, ce sont des gens qui sont mécontents du fait de ne pas se retrouver au commun. C'est ça la motivation. Dan, après le discours de Maître C'est Socrate, différent. il faut nettoyer le cerveau de la plupart des gens qui sont autour du chef de l'État. C'est vrai que le contexte est tel, mais il ne faudra pas tomber dans le déni. Le contexte électoral, même dans l'histoire, nous en prouvé à suffisance que, à force de tomber sur les acquis, on a Tendance à laissé ses ailes. voilà. Aujourd'hui, ils ont tendance à pouvoir régner. C'est-à-dire, les gens qui doivent les entourer ici, les aider à, ici, il faut faire ça. Pour consolider Le l'aura, chef est mal entouré. travailler en interne. Lisez le sondage, vous l'avez mal lu. On vous dira que parmi les faiblesses aussi, l'entourage. La plupart des Congolais, dans l'opinion, si bien que le chef était très mal entouré, il a fait de mauvais choix en termes de collaborateurs. Heureusement que lui-même l'a compris, s'est mis à changer progressivement. Au fil du Très temps. bien. Et ça, c'est une vérité de fait. Respecter le travail et la carrière politique, j'aime le dire. Le D'accord. problème On va- n'est pas de venir, c'est pas le commerce. On Un va- bon politique, c'est celui qui réfléchit à se maintenir dans l'espace et dans le temps. Celui-là travaille différemment des autres commerçants qui viennent parce que la politique est devenue le secteur Et il le fait porteur. en répondant En au contrat répondant social. au contrat social. Mais Merci. ça passe aussi par l'écoute. Il faut rompre avec la crise de politique qui établit justement cette barrière entre vous et les autres. Mais aussi, il faut respecter le travail en interne, particulièrement le travail de la communication cette période électorale et même pendant la gestion. Parce Améliorer que le travail dans de la communication. trilogie de la gestion de la République, il y a les dirigeants, les dirigés et il y a la communication au milieu. Mesdames et messieurs, c'en est fini de ce numéro de Grande Tribune. Nous espérons que vous l'avez adulé, vous l'avez aimé. On n'a pas été dans une tendance politique quelconque. On a analysé les faits de façon froide, sans parti pris. Merci, messieurs, pour la qualité de ce débat. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve donc demain pour clôturer la semaine de Grande Tribune. Portez-vous bien et à demain. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.